La querelle Mélanie-Macron. Alors, elle est formidable parce que Emmanuel Macron, il est européen. Bon, nous sommes d'accord. Mais là, il a défendu nos frontières. Donc, il est devenu nationaliste. C'est-à-dire que lui, qui dit toujours l'Europe, on va parler, on est tous ensemble, il n'y a pas de problème, on peut tous... Alors là, il a dit à Madame Mélanie, restez chez vous en Italie et moi, je reste chez moi en France. Formidable. Vraiment, il est formidable, ce président. Et je vous propose donc de voir le sujet d'Anaïs Baucher, où il a surréagi à simplement un message simple de compassion de Madame Mélanie. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. C'est avec cette phrase transpirant l'ironie qu'Emmanuel Macron a décidé de répondre à Giorgia Meloni en marge d'une visite officielle en Inde. Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Quelques heures plus tôt, la première ministre italienne s'était exprimée sur la mort de Quentin de Ranc, 23 ans, battu à mort par plusieurs personnes encagoulées. La mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière. Aucune idée politique, aucune opposition idéologique ne saurait justifier la violence ni transformer la confrontation en agression physique. Lorsque la haine et la violence se substituent au dialogue, la démocratie est toujours perdante. Face aux propos du président français, Giorgia Meloni a réagi quelques heures plus tard avec stupéfaction. La première ministre italienne a expliqué vouloir exprimer un signe de solidarité avec le peuple français touché par ce terrible événement. Des propos, selon son bureau, sans aucune incidence sur les affaires intérieures de la France. Comment expliquer cette surréaction du président de la République ? On se demande bien parce qu'on a l'impression que c'est lui qui est mis en cause en fait. C'est la première chose qui m'est venue quand il a répondu. On a l'impression que lui se trouve pris en défaut et qu'il veut montrer à Giorgia Meloni que lui est le seul capable de se poser en rempart contre les extrêmes. Par ailleurs, les moutons seront bien gardés, l'expression interroge. Et c'est un oui, sujet... parce que c'est les vaches seront bien gardées, c'est ce que vous voulez dire. On n'est pas des moutons. Puis les oui, les moutons, mais pour lui, les moutons, c'est nous, en fait. Et le dernier élément, c'est qu'il considère qu'au-delà de la frontière... Je pense que pour lui, c'est les moutons, on n'est pas assez avec lui, vous savez, on ne comprend rien. On comprend rien, donc c'est nous les moutons. Il considère qu'au-delà de la frontière, ça ne concerne pas Giorgia Meloni, mais ce n'est pas vrai. Elle-même dit qu'elle constate un climat d'inquiétude en Europe. Et par ailleurs, Raphaël Arnault, il y a un mois, était aux côtés de militants italiens antifascistes. Et un ancien député méloniste avait demandé l'ouverture d'une enquête, justement, sur ces liens entre Raphaël Arnault et des membres de la Jeune Garde et des personnalités antifascistes italiennes. Donc je ne vois pas pourquoi il décide de recadrer Mme Meloni comme si elle n'avait absolument rien à faire dans toute cette histoire, sachant encore une fois qu'elle n'a pas mis en cause le président. Non. Elle exprime juste sa solidarité à la suite d'un drame. Oui, mais moi je pense que ça, très étrange. Non, moi je pense que ça s'explique par une disposition mentale qui est propre à l'extrême centre, au centrisme, qui est la paranoïa de l'ingérence. Ce sont des gens qui voient de l'ingérence partout. Quand il y a quelqu'un qui gagne une élection en Europe, ils y voient la main de la Russie. Quand sur les réseaux sociaux, Sarah Knafo a réussi, on dit que c'est Elon Musk qui la propulse. Ces gens voient de l'ingérence partout. Et à force de voir l'ingérence partout, évidemment, une phrase anodine de Mélanie est perçue par Emmanuel Macron comme une attaque d'ingérence. Là où elle est, ou là où elle ne l'est pas du tout. Je ne dis pas que l'ingérence n'existe pas, mais il en vient en voir partout, en voir la main de l'ingérence partout. André Valigny. Oui, c'était pas une phrase anodine, c'était un long communiqué qu'a fait Mme Mélanie. Il y avait 10 lignes, c'est pas une phrase anodine. Celui de Dominique c'est pas un long communiqué, je l'ai là. Oui, en revanche, la réaction d'Emmanuel Macron, c'était une réaction au débeauté, comme ça sur le vif. Je pense que s'il avait réfléchi un peu, il aurait réagi autrement. Mais moi, ça me rappelle un incident. Vous êtes bien indulgent quand même. Oui, ça me rappelle un incident beaucoup plus grave qu'avaient commis les Italiens, le gouvernement italien. Souvenez-vous que M. Di Maio, ministre des Affaires étrangères italien, était venu sur un rond-point rencontrer les Gilets jaunes sans le dire au gouvernement français, sans prévenir l'ambassade. Effectivement, ça c'est choquant. Alors là, c'était très grave. Ouais, là, c'était une interférence très grave dans la vie politique française. Oui, mais je crois que Gabriel Attal avait tenu des propos très durs sur Salvini. À un certain moment, il avait dit que Salvini tenait des propos vomitifs ou quelque chose de très très dur sur Salvini quand il était ministre de l'Intérieur. Ça avait choqué aussi en Italie. Donc ça existe sans cesse en fait. Oui, bien sûr. Et évidemment, quand il y a une ingérence directe, quelqu'un qui se permet de juger la politique française directement sur notre territoire, c'est évidemment choquant. Mais là, je pense que Mélanie n'était pas du tout dans cette configuration. Non, mais l'Europe de la quand on défend, Rachel Kahn. On porte, comme le fait le président de la République, l'Europe de la défense. En européen, je trouve que la moindre des choses, c'est lorsqu'on a une présidente d'un autre pays européen qui s'exprime en solidarité, c'est justement... En fait, l'Europe de la défense commence par protéger nos enfants, et notamment les Quentins et autres, quel que soit l'enfant. Je pense qu'il ne supporte pas l'axe
entre l'Allemagne et l'Italie qui s'est mise en place et l'axe avec la France. Nous, on est fâchés avec tout le monde. Donc, même le couple franco-allemand, il n'existe plus. Donc le couple italo-allemand est plus fort aujourd'hui. Et son échec est partout et patent dans tous les domaines. Et bien ça l'énerve, ça Par ailleurs, sur la forme, je suis frappé par l'expression quasiment vulgaire du président de la République, le bouton, etc. Alors qu'en face, on a une présidente du Conseil italien qui est dans la grande dignité, qui s'exprime vraiment sur un point de vue purement humaniste. Il perd son sang-froid, et ce n'est que le début, parce que voilà, on arrive à la fin de la fin, et puis tout lâche. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La dernière note ce matin, je ne sais pas si vous avez vu la dernière note de la Cour des comptes, et je vais lire là ce que disait Dimitri Pavlenko sur la situation des finances, qui n'est sans doute que le premier d'une longue série d'avertissements à venir cette année. Cette note évalue la solidité du budget 2026 qui vient d'être voté. Pour filer la métaphore du bâtiment, et je lis Dimitri Pavlenko parce que j'ai repris la fiche qu'il a dit tout à l'heure à l'antenne. Il y a dans ce budget trop de sable et pas assez de ciment. La Cour voit des fragilités sur les recettes. Les impôts vont sûrement moins bien rentrer que prévu et les mesures d'économie, on les connaît toujours pas. On ne parviendra même pas cette année à ramener le déficit sous la barre des 5%. 150 milliards d'euros de trous dans les caisses publiques. 150 milliards. Le service de la dette, les seuls intérêts a coûté l'an dernier 60 milliards d'euros. Ce sera en 2026 le premier budget de la nation devant l'éducation nationale. Les intérêts de la dette. La France est en décrochage budgétaire. Nous sommes incapables de nous discipliner car le drame est que la seule réponse politique proposée est toujours la même, augmenter les impôts. Ce qui tue à petit feu notre système productif. Le prix de cette hémorragie des talents, c'est le financement du modèle social qui n'est déjà plus autosuffisant depuis longtemps. 1/10 de ce que l'on emprunte, entre 300 et 350 milliards d'euros chaque année, finance de la dépense sociale. En fait, c'est un drame. C'est vertigineux. Mais c'est vertigineux, c'est vertigineux. C'est là que la fonction d'Amélie de Montchalin va être compliquée, parce qu'elle va être amenée, comme présidente de la Cour des comptes, à donner son appréciation sur ce budget qu'elle a elle-même contribué à faire voter. Donc évidemment, et comme le président de la République est dans un déni total surtout, mais ce qui est normal d'ailleurs, on est presque dans la psychanalyse, puisque tout est un drame. Donc effectivement, il perd ses nerfs, et comme hier, il les a perdus face à Madame Mélanie. On a parlé de la marche blanche, c'est pas utile d'y revenir, mais on va peut-être écouter le dispositif qui sera mis en place pour la marche blanche demain à Lyon. Écoutons. Ce sera une manifestation, il y aura des militants d'ultra-droite, que les choses soient claires. Combien de personnes sont attendues ? Militants d'ultra-droite, on attend entre 2 et 3 000 personnes. Donc voilà, c'est une estimation que nous faisons. Les organisateurs avancent aussi ce chiffre. Voilà, donc il y aura effectivement des militants d'ultra-droite, mais il y aura aussi un dispositif policier pour encadrer. Et l'ultra-gauche a prévu de venir aussi, d'après vos informations ? Il y a certains appels à venir éventuellement perturber cette manifestation, mais évidemment, nous les empêcherons. Voilà, donc moi, mon rôle, c'est de garantir l'ordre public. C'est un équilibre entre le maintien de l'ordre public et la liberté d'expression. Donc pour l'instant, la liberté est plus importante que l'inquiétude chez vous ? C'est une question d'équilibre. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est de maintenir l'ordre. C'est ça mon travail, et c'est ce qui sera fait demain à Lyon. Bon, on salue d'abord le retour de Monsieur Soto, parce qu'il avait été blessé. Il a vu un accident à vélo, un nid de poule dans Paris. Ça s'appelle un accident Hidalgo. Et il est revenu, manifestement, donc après quelques jours de convalescence. Et donc, on le salue. J'apprends à l'instant que la marche de samedi à Lyon, toujours dans la nuance, M. Bompard a dit que c'était une véritable démonstration fasciste. Donc on en est là. Quel respect. Non, mais c'est surtout la colonisation mentale. Ils sont complètement azimutés, quoi. C'est dingue. Ils voient du fascisme partout, du racisme partout, de l'extrême droite partout, et créer cet ennemi intérieur. C'est ça le problème. Mais Emmanuel Macron est sur cette ligne. Il voit non, n'exagérez pas. Vous pouvez pas dire ça. Il est sur cette ligne. Non, il va parler de fascisme. Il n'utilise pas le mot fascisme à tort à travers. Vous ne pouvez pas dire ça. Il voit effectivement un danger. Il a dit mortifère. Oui, il dit qu'il y a deux extrêmes, mais il n'emploie pas ce vocabulaire du fascisme qui, pour moi, est vraiment caractéristique de l'extrême gauche et qui vise à déshumaniser l'adversaire. Parce que si vous avez des fascistes dans la rue,
fascistes, il faut leur tirer dessus. Mais il parle de l'arc républicain souvent. Emmanuel Macron il y a des extrêmes mortifères. Mais il y a quand même une différence de degré dans l'utilisation du vocabulaire. Vous avez raison. Il y a une différence de degré, peut-être pas de nature, mais vous avez raison. Je retiens votre expression, je la modère. Vous avez parfaitement raison. Bon. Je suis là pour vous modérer. Exactement. Et puis alors, on va écouter Jérôme Guedj. Parce que, alors, Jérôme Guedj, je vous assure, c'est sidérant. En fait. C'est absolument sidérant. C'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous insulte, qui vous traite plus bas que terre, et vous dit « Ah oui, mais je voterai pour toi ». Bon, alors, c'est magnifique d'ailleurs. Je trouve que Jérôme Guedj, franchement, il a le droit. Hein. Mais c'est vrai que ça peut surprendre. Alors, écoutez ce que disait Jérôme Guedj de Jean-Luc Mélenchon, et après on écoutera ce qu'il a dit hier, parce qu'il veut quand même voter pour lui. Mais écoutez ce qu'il a dit, c'était, je crois, aux universités d'été. C'était le 14 juin 2025. C'était à Nancy, me dit Marine Lançon. Écoutez Jérôme Guedj. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à 2 États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Eh ben, il votera quand même pour un salopard antisémite. C'est ce qu'il a dit en tout cas hier, mais il a le droit. Moi, franchement, il a parfaitement le droit de voter pour un salopard antisémite, mais je me demande simplement, le RN, il considère que c'est pire, alors ça doit être, c'est quoi, c'est pour lui, dans son esprit, c'est pire que des salopards antisémites, mais c'est quoi le degré? Ce serait bien qu'il nous le dise. Bon, écoutez ce qu'a dit M. Guedj hier sur l'antenne de BFM. Quand je vous dis que je refuserai toujours que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une ville ou dans le pays, je vais au bout de... voilà. Mais cette situation-là... Donc vous voteriez LFI. Cette situation-là, je veux l'éviter par-dessus tout. Vous savez quoi? Parce que dans ce cas de figure... mais parce que vous avez parfaitement compris que dans ce cas de figure, je préfère voter pour le candidat, quel qu'il soit, face au Rassemblement national. Même s'il est LFI. Même s'il est LFI. C'est intéressant comme position. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres? Mayalène Trémoret? Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça, tout simplement parce qu'il y a des municipales dans 3 semaines et qu'indépendamment du vote, donc qui serait de voter LFI contre le Rassemblement national, aucun des partis de gauche n'a exclu à ce stade une coalition avec LFI au second tour. Donc Olivier Faure, Marine Tondelier, etc., qui condamnent LFI, les rapports de LFI et la jeune garde du bout des lèvres, ils n'excluent absolument pas de s'unir avec LFI pour le second tour des municipales. Et pour cause, il y a plusieurs grandes villes comme Lyon, comme Strasbourg, comme Toulouse, dans lesquelles la gauche a besoin des voix de LFI au second tour pour accéder à la mairie. Et c'est de l'opportunisme. C'est toujours la même chose, la gauche est prête à tout, mais c'est ce que je vous dis en permanence. Ils voteront tous pour Jean-Luc Mélenchon au 2e tour. Monsieur Valigny est une exception, c'est-à-dire que vous vous dites que vous abstiendrez, si j'ai bien compris. Toute la gauche, pendant les 2 tours, expliquera que le bruit de bottes est là, si tant est qu'il y ait RN-LFI, que le fascisme revient, et tous vos amis, comme M. Guedj, comme M. Hollande, on va l'écouter, M. Hollande, il dit la même chose, comme Mme Laluc. Mme Laluc a dit « je voterai même contre une chèvre ». Pour une chèvre. Vous avez dit contre. Décidément, c'est très animalier. C'est assez animalier. On a les moutons, l'autre c'est les chèvres, mais c'est le salon d'agriculture qui ouvre. Le salon de l'agriculture. Je suis très déçu par Jérôme Guedj. Moi, j'ai été en contact avec lui récemment quand il a annoncé sa candidature à la présidentielle. Je lui ai dit que c'était intéressant, on doit se voir bientôt. J'étais resté, moi, à la circonscription dans laquelle il a été élu contre la France Insoumise, en dépit de la France Insoumise. Hier, quand j'ai vu la dépêche sur sa position, je ne l'ai pas cru au début. Je dis, mais il y a une erreur, c'est pas possible. Je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Mais en fait, André... Moi, je suis sur la liste, finalement, de Gérald Darmanin, qui, sur ce plateau, l'autre soir, a dit, dans le cas de duel Bardella-Mélenchon, il resterait chez lui. Bon. À la défense de Darmanin, j'irai voter, mais je voterai blanc. Bon, André Valigny, en fait, je commence à vous connaître aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de pur chez vous, et que vous êtes naïf, en fait. Parce que... non, je ne pense pas être naïf. Mais si, puisque... À l'âge que j'ai, avec la carrière que j'ai faite, mais si vous êtes naïf, parce que vous les comprenez... si, puisque vous êtes surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Vous l'êtes. Si, je suis surpris. Moi, je ne suis pas surpris, parce que je les connais. Ils voteront tous pour LFI. Tous. Non, mais la question... Tous. Je vous assure, moi, je ne suis pas naïf. Les gens de gauche, je les connais, Ils voteront tous pour LFI. Moi, je connais beaucoup de gens de gauche dans mon entourage,
à commencer par ma propre épouse. Oui. Je l'engage en disant ça. Mon épouse, qui est très à gauche, peut-être plus que moi, a déjà dit que, comme moi, elle ne voterait ni Mélenchon ni Bardella. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'on s'illusionne à penser qu'il existera un jour un cordon sanitaire autour de la France insoumise. Je pense que mentalement, les dirigeants de gauche ne sont pas prêts, ils ne mettront pas un cordon sanitaire autour de LFI. Mais ce qui peut se passer, c'est est-ce que les électeurs vont le faire? Ben oui. Sans doute, il y aura une distinction entre les dirigeants des partis politiques et les électeurs. De la même manière qu'il y a une différence à droite entre les dirigeants de droite qui disent qu'il y a un cordon sanitaire autour du RN et les électeurs de droite qui ont déjà choisi de ne plus mettre en place ce cordon. Il va peut-être se passer la même chose à l'extrême gauche. Message de votre épouse, là, sur sur ma boîte vocale, sur SMS, qui me dit « Non, non, moi je voterai LFI. » Ah non. Alors là, je ne peux pas me faire ça. Bon, écoutons Madame Laluc. Tiens, alors Madame Laluc, elle est Glucksmann. Oui. Nous sommes d'accord. Donc elle votera même pour une chèvre. C'est intelligent, vraiment. Vraiment, c'est intelligent. On a vraiment une bonne classe politique. Et François Hollande, rappelez lorsque la question lui a été posée, parce que François Hollande, il dit la même chose que Jérôme Gage, hein. Exactement la même chose. D'ailleurs, avant ça, je vous lis un petit tweet, un petit SMS que m'a envoyé Florian Bachelier. Toujours très intéressant, Florian Bachelier, qui dit les députés PS ont été élus avec le logo de la Jeune Garde sur leurs affiches. Exactement. Les députés RN, eux, quoi qu'on en pense, n'avaient pas celui de Génération Identitaire. Voilà une bonne remarque de Florian Bachelier. Écoutez le président Hollande. 2027, deuxième tour. Politique fiction. Mélenchon-Bardella, vous votez Mélenchon, vrai ou faux? Je vote toujours contre le Rassemblement national. Voilà, c'est clair, il n'y a pas de discussion. Il n'a pas vraiment répondu qu'il votait Mélenchon. Il est dans l'ambiguïté. Si tu votes contre le Rassemblement national, dans un deuxième tour, ils sont deux, tu votes pour qui? Tu votes blanc. Il y a blanc. Bah non, là, tu votes pas contre quand tu votes blanc. Et non. C'est pas... Je veux dire, André les rames, André. On y va. Mais c'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Alors qu'il a fait une vidéo depuis la place de la Concorde où il se démarquait complètement. Il se place. Alors, je voulais vous montrer également... C'est pas simple pour la gauche de se démarquer de notamment dans les élections. On demandait, M. Coquerel disait, est-ce que vous avez déjà vu Jean-Luc Mélenchon violent? Est-ce que vous avez déjà vu violent? Eh ben moi, oui. J'ai vu violent. Oui, c'est moi. Là, on va voir cette séquence. Il n'aime pas du tout qu'on la passe, cette séquence. Ah bon? Et LFI n'aime pas du tout qu'on la passe. Donc on va la passer pour montrer qui il est. C'est ça qui est intéressant. Jean-Luc Mélenchon, c'était au moment de la perquisition, il y a déjà 2018. Donc vous voyez, c'est pas récent, c'est il y a 8 ans. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. Pas faire ça. Vous êtes au service de gens qui dénoncent n'importe qui, n'importe quoi. Vous êtes des policiers républicains. Vous n'êtes pas Benalla. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Laissez-nous rentrer. Au nom de quoi? Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? On assistera qui à la perquisition. Laissez-nous rentrer. Répondez. Qui vous a donné l'ordre de m'empêcher d'entrer? Allez, on pousse. Allez, pas de parlotte, on pousse. Vous avez reconnu M. Quatennens, alors lui, il frappait sa femme. Donc il a disparu de la circulation. Ben, ça vous fait rire. Moi, je trouve pas ça très drôle. Cette séquence, on avait dit, ça y est, Mélenchon pète un plomb, c'est fini pour lui. Oui. Il est devenu complètement barjot. La présidentielle, c'est fini. Résultat, il avait fait en 2022 presque 20%. En plus. Non, mais c'est très attristant. Rachel Kahn. C'est très attristant aussi le positionnement de François Hollande, Jérôme Gage. En fait, ils ont un état des lieux clair. LFI entretient la brutalité. Jérôme Gage parlait de Jean-Luc Mélenchon comme un salopard antisémite ou je ne sais quoi. Et puis, pour des stratégies politiques, il refuse de protéger la France. Je précise évidemment que si M. Mélenchon veut répondre sur ce plateau, il est le bienvenu. Bien évidemment, M. Bompard aussi, Mme Aubry aussi, tout le monde est le bienvenu sur ce plateau. On invite souvent des gens, ils ont peur parce que de venir manifestement, parce qu'on leur posera ou on leur montrera peut-être des images qu'ils n'ont pas envie d'entendre. La République, c'est nous.
Exactement. Selon un sondage OpinionWay, 55% des Lyonnais sont mécontents de l'action de Grégory Doucet en tant que maire de Lyon. Diriez-vous que vous êtes satisfait? Mais il y a quand même 42% de gens qui sont satisfaits, c'est beaucoup. Vous qui connaissez bien cette ville de Lyon, oui. On pourrait imaginer, Grégory Doucet, il y a quand même 42% des gens qui sont satisfaits. Oui. C'est pas mal. Ville où la sécurité a explosé, ville... Oui, mais c'est plus circuler. Enfin, je suis d'accord avec vous, mais il y a plus de gens qui sont satisfaits de Grégory Doucet que de Français qui sont satisfaits d'Emmanuel Macron. Mais... Oui, mais enfin, le résultat des élections, moi, ne m'inquiète pas. Par exemple, Grégory Doucet, c'est un bon exemple. Là, il est devancé par Jean-Michel Aulas dans les sondages. Il va avoir accès au second tour. La candidate LFI est autour de 9% à Lyon. Donc, si elle dépasse les 10%, il peut y avoir un report de voix. Elle peut choisir de donner ses voix à Grégory Doucet. Et dans ce cas-là, on aura un exemple parfait d'un maire qui n'est pas LFI, mais qui a besoin des voix insoumises pour battre Jean-Michel Aulas. Bon, Jean-Michel Aulas, dans un premier tour, il sera à 45%, Grégory Doucet à 32%. Le Rassemblement national n'est pas très haut, manifestement. Je suis en train de le chercher, le Rassemblement national. Ah, Rassemblement national, il est à 7%. Il est allié avec l'UDR, donc 7% à Lyon. Et en deuxième tour, c'est 55-45, c'est... Voilà, c'est pas à jouer quand même pour Jean-Michel Aulas. C'est pas mal, dans une ville qui a sociologiquement beaucoup changé, c'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, il a réussi beaucoup de choses, Jean-Michel Aulas, dans sa vie, et notamment l'Olympique lyonnais qu'il a monté. Il a été un grand entrepreneur aussi. Grand entrepreneur, 7 ans champion de France consécutivement avec l'Olympique lyonnais. Estimez-vous que le PS et ses alliés ne devraient plus faire alliance électorale avec la France insoumise? Ensemble des Français, 76%, vous voyez, des Français estiment que le PS et ses alliés ne devraient plus faire alliance électorale avec la France insoumise. Vous êtes dans ces 76%. Ah bah oui, largement. Bon. Mais donc ça, c'était... 60% envisagent de faire barrage à LFI lors des prochaines élections. C'est dans le même sondage qui était pour, je crois, le Figaro. Je voulais vous parler de la Ligue des droits de l'homme. Parti du constat que la Ligue des droits de l'homme était trop militante et loin de ses combats originaux, le vice-président du parti UDR, M. Carayon, a créé la Ligue des libertés. C'est une nouvelle association qui vise à dénoncer l'instrumentalisation du droit et à remettre le droit au service de l'intérêt général. Voyez le sujet de Régine Delfour. Fondée en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus, la Ligue des droits de l'homme est une association de défense des droits humains qui défend avant tout la liberté de chacun. La Ligue des droits de l'homme a une fonction très importante au sein de la société puisqu'elle a pour mission originelle de protéger les droits et de veiller à ce que les libertés des uns et des autres, des citoyens, soient protégées, quelles que soient ces libertés, c'est-à-dire la liberté de religion, la cultuelle, la liberté tout court, la liberté d'expression, l'orientation sexuelle. Composée notamment d'avocats et de juristes, l'essence même de la Ligue des droits de l'homme aurait-elle changé d'idéologie? Leur combat, il n'est plus œcuménique et qu'il y a justement des esprits partisans et qu'on aurait davantage tendance à stigmatiser des poursuites contre justement l'extrême droite plutôt que contre l'extrême gauche. Pour rappel, la Ligue des droits de l'homme fait partie des associations qui sont intervenues auprès du Conseil d'État contre la dissolution définitive de la Jeune Garde. Ce que dit Régine est essentiel. Cette phrase est quand même essentielle. La Jeune Garde a été dissoute. Le Conseil d'État n'a toujours pas prononcé sa dissolution en raison d'un recours de la Ligue des droits de l'homme. Donc, on en est là. C'est pour ça que l'expression que j'utilise souvent, ouvrir le capot. Ligue des droits de l'homme, les jeunes, ils entendent ça, ils disent « Ah bah tiens, c'est bien, mais tu défends la Jeune Garde ». Qui est juste tu défends les libertés publiques, tu défends les libertés individuelles, tu défends les droits de l'homme. Ne remettez pas en cause, s'il vous plaît, la Ligue des droits de l'homme, qui depuis plus d'un siècle est une vigie des droits de l'homme en France. La Ligue des droits de l'homme a fermé les yeux sur les grands procès staliniens en France et s'est tue pendant ces années-là. C'est une association très contestable, dont l'histoire n'est pas forcément glorieuse. Bon, là, celui qui ne fait pas que de mauvaises choses et qui fait même de grandes choses. Merci Pascal. C'est monsieur Hill.